vue scientifique, premier équivalent du devoir. Chapitre 1er. L'intensité de la vie et le mobile de l'action. Nous ne rejetons nullement la part de la spéculation métaphysique dans la morale, pourvu qu'elle se présente pour ce qu'elle est, comme une spéculation, et nous en montrerons nous-mêmes plus tard l'importance. Mais une méthode rigoureuse nous impose de chercher d'abord ce que peut être une morale exclusivement fondée sur les faits, et qui en conséquence ne part ni d'une thèse a priori, ni d'une loi a priori, qui serait elle-même une thèse métaphysique. Quel est le point de départ et le point d'arrivée? Quel est le domaine exact de la science dans la morale? Voilà ce que nous devons examiner. Une morale qui n'invoque que les faits ne peut présenter dès l'abord à l'individu pour premier mobile d'action le bien ou le bonheur de la société, car le bonheur de la société est souvent en opposition avec celui de l'individu. Dans ces cas d'opposition, le bonheur social comme tel ne pourrait devenir pour l'individu une fin réfléchie qu'en vertu d'un pur désintéressement. Mais ce pur désintéressement est impossible à constater comme fait, et son existence a de tout temps été controversée. Ainsi, la morale positive, pour ne pas renfermer dès son principe un postulat invérifiable, doit être d'abord individualiste. Elle ne doit se préoccuper des destinées de la société qu'en tant qu'elle enveloppe plus ou moins celle de l'individu. Le premier tort des utilitaires, comme Stuart Mill, et même des évolutionnistes, a été de confondre la face sociale et la face individualiste du problème moral. Il importe d'ajouter qu'une morale individualiste, fondée sur des faits, n'est pas la négation d'une morale métaphysique ou religieuse, fondée par exemple sur quelque idéal impersonnel. Elle ne l'exclut pas, elle est simplement construite dans une autre sphère. C'est une maisonnette bâtie au pied de la tour de Babel. Elle n'empêche nullement celle-ci de monter jusqu'au ciel si elle peut. Bien plus, qui sait si la maisonnette n'aura pas à la fin besoin de s'abriter à l'ombre de la tour. Nous n'essaierons donc de nier ni d'exclure aucune des fins proposées comme désirables par les métaphysiciens. Mais nous laisserons actuellement de côté la notion du désirable et nous nous bornerons à constater d'abord ce qui est désiré en fait. Avant d'introduire dans la morale la spéculation métaphysique, il est essentiel en effet de déterminer d'abord jusqu'où peut aller la morale exclusivement scientifique. C'est ce que nous nous proposons de faire. Les fins poursuivies en fait par les hommes et par tous les êtres vivants sont extrêmement multiples. Toutefois, de même que la vie offre partout des caractères communs et un même type d'organisation, il est probable que les fins recherchées par les divers individus se ramènent plus ou moins de fait à l'unité. Cette fin unique et profonde de l'action ne saurait être ni le bien concept vague, lorsqu'on veut le déterminer se résout en des hypothèses métaphysiques, ni le devoir qui n'apparaît pas non plus à la science comme un principe primitif et irréductible, ni peut-être le bonheur dans la pleine acception du mot que Volney a pu appeler un objet de luxe, et dont la conception d'ailleurs suppose un développement très avancé de l'être intelligent. Guyot place Volney, 1757-1819, parmi les héritiers de l'épicurisme et l'un des représentants de la doctrine utilitaire au XVIIIe siècle. Grand voyageur et ethnographe, Volney a occupé plusieurs fonctions électives pendant la Révolution, l'Empire et la Restauration. Sous le titre La loi naturelle ou principe de la morale, il réédite son catéchisme du citoyen français, 1793, qui fait de la conservation de l'être le principe de cette loi, qui débouche sur 5 vertus individuelles et sur une philosophie du progrès qui, pour rencontrer des obstacles, ignorance, amour de soi aveugle, n'en est pas moins inéluctable. Quel sera donc le but naturel des actions humaines? Lorsqu'un tireur s'est longtemps exercé sur une cible et que l'on considère les trous innombrables dont il aperçut le morceau de carton, on voit ces trous se répartir assez uniformément autour du blanc visé. Aucune des balles peut-être n'aura atteint le centre géométrique du cercle de la cible et quelques-unes en seront fort éloignées. Néanmoins, elles seront groupées autour de ce centre suivi d'une loi très régulière. Quetelet a déterminé la loi du binôme. Adolphe Quetelet, 1796-1874, astronome et mathématicien belge, propose dans sa Physique sociale, 1835, cette loi binomiale qui, s'inspirant du binôme de Newton, formule donnant la énième puissance d'un binôme, permettait
permettrait de dégager les lois de l'action humaine grâce à l'outil statistique, à partir de données statistiques sur la mortalité, sur les crimes. Il forme le projet laplacien d'une statistique administrative à partir des variations observées. Même sans connaître cette loi, on ne se trompera pas au simple aspect des trous de balles. On mettra le doigt au centre de l'endroit où ces trous sont le plus fréquents et on dira voilà le point de la cible qui a été visé. Cette recherche du but visé par le tireur peut être comparée à celle qu'entreprend la science purement positive des mœurs, quand elle s'efforce de déterminer le but ordinaire de la conduite humaine. Quelle est la cible constamment visée par l'humanité et qui doit l'avoir été aussi par tous les êtres vivants, car l'homme n'est plus aujourd'hui pour la science un être à part du monde, et les lois de la vie sont les mêmes du haut en bas de l'échelle animale. Quel est le centre de l'effort universel des êtres vers lesquels ont été dirigés les coups du grand hasard des choses, sans qu'aucun de ces coups ait peut-être jamais porté tout à fait juste, sans que le but ait été atteint pleinement, pleinement atteint. Suivant les hédonistes, la direction naturelle de tout acte serait le minimum de peine et le maximum de plaisir. Dans son évolution, la vie consciente suit toujours la ligne de la moindre souffrance. Cette direction du désir ne peut guère être contestée par personne, et pour notre part nous l'admettons, mais la définition précédente est trop étroite, car elle ne s'applique qu'aux actes conscients et plus ou moins volontaires, et non aux actes inconscients et automatiques qui s'accomplissent simplement suivant la ligne de la moindre résistance. Or, croire que la plupart des mouvements partent de la conscience et qu'une analyse des ressorts de la conduite doit tenir compte seulement des mobiles conscients, ce serait sans doute être dupe d'une illusion. Pour Maudsley et Huxley, la conscience n'est dans la vie qu'un épiphénomène, abstraction faite duquel tout se passerait de la même manière. Henry Maudsley, 1835-1918, est un médecin psychiatre et un criminologue, l'un des représentants importants de la psychophysiologie du XIXe siècle. Le public français intéressé par la question du crime, notamment en raison des nouvelles théories de la peine, a fort bien accueilli son ouvrage. Le crime et la folie, publié chez Bayer en 1874. Les lecteurs plus avertis, médecins, psychiatres, philosophes et pénalistes, connaissent sans doute l'un ou l'autre des nombreux travaux de méthodologie de la psychiatrie, de physiologie, de criminologie, ou encore son Edgar Allan Poe en 1860. Directeur du Journal of Mental Science pendant 23 ans, Maudsley a observé des cas cités à plusieurs reprises par Darwin dans Descent of Man, par Hartmann dans sa philosophie de l'inconscient. C'est évidemment à la personne de Darwin qu'il faut d'abord rapporter le nom de Thomas Huxley, partenaire de ses observations sur les espèces hermaphrodites. Il serait faux de limiter son activité à celle que suppose le surnom de Bulldog de Darwin. Son ouvrage principal, Evidence as to Man's Place in Nature, est traduit en français de la place de l'homme dans la nature. Sa réputation d'homme de science est d'autant plus importante que continuiste, convaincu et fervent défenseur de l'empirisme, il n'a pas manqué d'opposer des objections à Darwin, son champ d'activité comprenant morphologie et paléontologie, s'étend jusqu'à l'histoire de la philosophie puisqu'il est l'auteur d'ouvrages sur Descartes, Berkeley et surtout de Hume. Il est le grand-père du biologiste Julian Huxley et du romancier Aldous. Sans vouloir trancher ni même soulever cette question, fort controversée en Angleterre comme en France, nous devons reconnaître que la conscience embrasse une portion assez restreinte de la vie et de l'action. Même les actes qui s'achèvent dans la pleine conscience de soi ont en général leur principe et leur première origine dans des instincts sourds et des mouvements réflexes. La conscience n'est donc qu'un point lumineux dans la grande sphère obscure de la vie. C'est une petite lentille groupant en faisceau quelques rayons de soleil, et s'imaginant trop que son foyer est le foyer même d'où partent les rayons. Le ressort naturel de l'action, avant d'apparaître dans la conscience, devait déjà agir au-dessous d'elle, dans la région obscure des instincts. La fin constante de l'action doit avoir été primitivement une cause constante de mouvement, plus ou moins inconscient. Au fond, les fins ne sont que des causes motrices habituelles, parvenues à la conscience de soi. Tout mouvement voulu, à commencer par un mouvement spontané exécuté aveuglément parce qu'il présentait moins de résistance, tout désir conscient a donc été d'abord un instinct.
La sphère de la finalité coïncide au moins dans son centre avec la sphère de la causalité, même si avec les métaphysiciens on considère la finalité comme primitive. Ce problème, quelle est la fin, la cible constante de l'action, devient donc un autre point de vue celui-ci. Quelle est la cause constante de l'action? Dans le cercle de la vie, le point visé se confond avec le point même d'où part le coup. Nous croyons qu'une morale exclusivement scientifique, pour être complète, doit admettre que la recherche du plaisir n'est que la conséquence même de l'effort instinctif pour maintenir et accroître la vie. Le but qui, de fait, détermine toute action consciente et aussi la cause qui produit toute action inconsciente, c'est donc la vie même, la vie à la fois la plus intense et la plus variée dans ses formes. Depuis le premier tressaillement de l'embryon dans le sein maternel jusqu'à la dernière convulsion du vieillard, tout mouvement de l'être a eu pour cause la vie en son évolution. Cette cause universelle de nos actes a un autre point de vue. En est l'effet constant et la fin. En est l'effet constant et la fin. L'analyse qui précède concorde par son résultat avec les analyses de l'école évolutionniste que nous ne reproduirons pas ici. Le motif sous-jacent de toutes nos actions, la vie, est admis même par les mystiques, car ceci suppose généralement une prolongation de l'existence au-delà de ce monde, et l'existence intemporelle n'est elle-même que la vie concentrée en un punctum stans, la tendance à persévérer dans la vie est la loi nécessaire de la vie non seulement chez l'homme, mais chez tous les êtres vivants, peut-être même dans le dernier atome de l'éther, car la force n'est probablement qu'un abstrait de la vie. Cette tendance est sans doute comme le résidu de la conscience universelle, d'autant plus qu'elle dépasse et enveloppe la conscience même. Elle est donc à la fois la plus radicale des réalités et l'inévitable idéal. La partie de la morale fondée uniquement et systématiquement sur l'effet positif peut se définir. La science qui a pour objet tous les moyens de conservation et d'accroître la vie matérielle et intellectuelle. Les lois suprêmes de cette morale seront identiques aux lois les plus profondes de la vie même, et dans quelques-uns de ces théorèmes les plus généraux, elle vaudra pour tous les êtres vivants.